Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'ENRV, la suite, et ce soir, au programme, la rentrée scolaire, un cas d'école, parce que ça ne vous aura pas échappé aujourd'hui, c'était bien le jour de la rentrée des classes, et pas que dans les classes, parce que je vous invite à aller en librairie, et vous verrez, il y a une inflation éditoriale, parce que les débats autour de l'école sont des sujets inépuisables. Alors ce soir, au NRV, on a invité avec Christophe Bourseiller 3 acteurs du monde scolaire, auteurs de 3 livres, qui chacun, à leur manière, racontent la réalité du métier de principal ou de professeur en collège ou en lycée. Ce soir, c'est la rentrée en fanfare, selon les vœux de notre ministre Jean-Michel Blanquer. Avec vous, Isabelle Dignoco, vous êtes professeure de lettres classiques en collège dans le Nord. Vous venez de publier l'Éducation nationale, une machine à broyer. On voit tout de suite l'ambiance. Oui, aux éditions du Rocher. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Sophie Mazet. Vous êtes professeure d'anglais en Seine-Saint-Denis. Vous signez aux éditions Robert Laffont. Prof, les joies du métier, c'est un autre son. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et enfin, Bernard Ravet, vous êtes aujourd'hui un principal de collège à la retraite. Vous avez exercé à Marseille ce que vous racontez dans Principal de collège ou imam de la République. On sent aussi l'ambiance. Aux éditions Cléro. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tout le monde a répondu présent. Alors le NRV la suite, c'est reparti. France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard. Et vous, Christophe Bourseiller, quel est votre regard sur le sujet? Car je me souviens que vous en aviez un en 85 dans Prof. L'école idéale, ça serait une école entièrement automatisée, où il n'y aurait qu'à appuyer sur des boutons sans jamais se déplacer. Faudrait plus d'élèves. Faudrait plus de profs. Là, tu pousses. Bah alors plus d'école. Bien sûr, c'est ça. L'école idéale, c'est qu'il n'y ait plus d'école. Vous aviez une toute petite voix. Oui, je trouve que j'étais moins viril. Bon, si j'étais peut-être plus jeune, je sais pas, ça peut expliquer certaines choses. La virilité est venue avec l'âge. Bah, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme vous ça, savez, bien sûr. Oui, ça ne m'arrivera j'étais jamais. Très jeune à l'époque. Mais oui, j'aimais bien cette scène qu'on a tournée à Saint-Quentin-en-Yvelines à 4 heures du matin. Vous vous êtes tourné à 4 heures du matin? Oui, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je sais plus pourquoi. Parfois, les tournages, c'est compliqué. Enfin bref, c'est pas le sujet. Non, c'est la rentrée scolaire. Mais ça me fait plaisir que vous évoquiez C'était un hommage. Merci, ce film intéressant. Parce qu'en fait, Laurent, voyez-vous, en fait, pas trop ce débat, oui, peut-être que je rajoute un peu là. Ce débat me rend un peu songeur, Laurent. Disons les choses. Oui. Est-ce le niveau de l'enseignement qui a baissé, ou bien sont-ce les élèves qui sont de plus en plus débiles? Il y a quelques années, j'avais été convié sur France Culture à une émission sur le thème « Les jeunes sont-ils cons ?» Authentique. Hein. Et après moult palabres, nous avions conclu pas tous. Alors, il est vrai que l'école reflète indéniablement les humeurs de la société. Dans un monde dominé par les cons, nul ne peut s'étonner que les enfants de cons soient majoritaires. Et les profs dans tout ça? Eh bien, sachez, Laurent, qu'ils bénéficient aujourd'hui d'une aura, je dirais même d'une ferveur populaire. On pourrait même dire que les profs ont remplacé les journalistes dans le cœur des Français. Ben oui, c'est vrai, Laurent. Hier, les éditorialistes étaient considérés comme des héros. Tout étudiant bien constitué rêvait de faire une carrière dans la presse et les médias. Le grand reporter passait pour un héros des temps modernes. Et aujourd'hui, alors que la situation de la presse évoque celle de la sidérurgie, ce sont les profs, les Indiana Jones contemporains, chevaliers de la laïcité, défenseurs du savoir et de la morale. Ils bataillent pour préserver vaille que vaille le contenu, la valeur de l'enseignement. Alors, vous l'aurez saisi, Laurent, nous recevons ce soir 3 Mad Max, 3 chevaliers Jedi, 3 incorruptibles. Mais ces farouches guerriers ont-ils des pieds d'argile? Ils se trouvent face à des élèves qui relèvent tantôt de la psychiatrie, tantôt du terrorisme international. Pire, ils ne sont quasiment pas soutenus par leur hiérarchie, constituée de fonctionnaires frileux qui chaussent des mitaines pour décrocher un téléphone. Dès lors, le combat devient individuel. Chacun se débrouille dans son coin et parfois, il y a des miracles. Voici que débarque un nouveau ministre de l'Éducation. Encore un. Que peut-on espérer de lui? Est-il encore permis de rêver l'avenir de l'école quand les profs, englués dans la boue, mènent une guerre de tranchées? Alors, Bernard Ravet, je suis étonné que vous ne soyez pas venu dans ce studio avec un casque. Devenu principal d'un collège des quartiers nord de Marseille, vous avez été amené, c'est tout à fait authentique, à travailler avec la BAC, la Brigade Anti-Criminalité. Alors, ça sera ma première question. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais renoncé? Ce qui fait que j'ai jamais renoncé, c'est que je pense que j'ai été formaté à un moment donné dans le système éducatif. Je suis de la vieille école, école normale. J'étais instit et je crois qu'il y avait cette espèce de combat pour que les élèves s'épanouissent. Et puis
j'allais dire, être à l'école normale juste après 68, hein, j'ai l'impression que je suis un vieux monsieur, c'était quand même avoir ce grand espoir. Moi, j'ai été nourri par des instits qui m'ont accueilli en stage, qui étaient des instits freinés, qui croyaient beaucoup en la parole de l'élève, en l'élève producteur, en l'élève qui construit le sens de ce qu'il apprend. Et voilà, donc moi, je n'ai pas baissé les bras, certainement parce que je ne pouvais pas baisser les bras. J'avais été presque programmé, hein, vous parlez de romans de science-fiction, à défendre ce système dans lequel je crois, même dans les pires moments, même quand je prends un coup de poing dans la figure, que je m'en prends, je vais être vulgaire, plein la gueule. Même quand on tente de vous assassiner, parce qu'à un moment donné, voilà, assassiner un principal dans ce collège, c'est ça, de nuit, ouais. Voilà, donc, je continue à y croire parce que je pense qu'à un moment donné, on réinvente, et je pense que vous l'êtes, mesdames, on réinvente une nouvelle forme de hussardise. Hein. Alors souvent, il n'y a pas de féminin au mot hussard, et pourtant... Hussarde, allez, ce soir, il existe. Il existe, voilà. Vous voyez comme ça, toutes les deux, des hussardes de la République? Isabelle Dignocourt, vous êtes plutôt, vous, dans une vision sombre de la pratique aujourd'hui. Non, pas de la pratique, du système. Oui. Non, il n'y a pas de noirceur dans ce que je vis au quotidien avec mes élèves. C'est le système, ce sont ces 13 ministres, 26 ans de carrière, vous vous rendez compte, c'est un ministre. Mais quand vous voyez Bernard Ravet, ce qu'il vous raconte, il y a dans votre livre des histoires absolument inouï. Alors je songe à l'histoire de cet élève qui se promène avec un fascicule islamiste, et vous découvrez que c'est le surveillant, le pion qui lui a donné, que le pion est fiché S, et la hiérarchie ne fait rien, le rectorat ne bouge pas, et vous allez travailler directement avec la brigade anticriminalité pour bloquer une mosquée islamiste. C'est pas aussi simple que ça, mais j'allais dire... on travaille avec la brigade anti-criminalité pour protéger des profs qui, quelque part, ne se font agresser parce qu'elles viennent en jupe, elles traversent le quartier en jupe et elles se font traiter de putes et de salopes et elles prennent des canettes sur elles. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai mon logiciel intérieur qui s'écroule. Je me dis, mais attends, comment tu fais? Comment tu continues? Et pourtant, on est bel et bien obligé de continuer parce que le collège, il est là où il est. On va pas raser le quartier autour. Et j'ai des profs qui sont obligés de prendre le métro pour venir travailler. Et à un moment, la seule solution qu'on trouve, c'est de protéger les profs, comme si on était dans un quartier en guerre ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça le fond de la problématique. C'est-à-dire que le service public, pour pouvoir continuer envers et contre tout. Et là, j'ai deux profs en face de moi, mais j'ai rencontré dans ces collèges des profs qui n'étaient pas au départ volontaires, qui se trouvaient nommés là par défaut, et puis qui petit à petit, parce qu'ils bossaient ensemble, parce que on essayait de se serrer les coudes, arrivaient à trouver des solutions, à bricoler des solutions, parce que l'institution n'était pas en mesure de nous fournir des réponses. Mais quelquefois, vous baissez les bras. Par exemple, vous racontez vers la fin du livre avoir conseillé à une mère qui venait d'Israël d'inscrire son fils dans un collège juif pour éviter qu'il souffre inutilement dans le vôtre. Comment le laïc que vous êtes a-t-il pris cette décision difficile? Alors, cette décision, j'avais un de vos collègues, Édouard Zambo, qui avait fait un reportage pour RFI dans ce collège. Et j'allais dire, la pratique que nous avions, l'accord que nous avions, c'est qu'il avait totale liberté avec une classe de 3e. Et on découvre, les collègues, les missions montées. Et il pose le problème de l'antisémitisme. Et il dit aux élèves, est-ce qu'il y a des élèves juifs dans le collège? Et les élèves répondent, s'il y en a, ils se cachent. Et je reçois cette maman, avec un jeune garçon qui avait fait sa 6e en Israël, qui parlait très mal le français. Donc, l'État a un système assez fantastique, qui est les classes français langue étrangère. Donc, on se dit, on va le mettre là. Et puis, très vite, je me dis, mais non d'une pipe. Quand ses camarades vont lui demander d'où tu viens, il va se faire laminer. Et c'est pour ça que je prends, mais alors vraiment, je peux vous dire que là, j'ai vraiment eu le sentiment de trahir mes propres valeurs, mais est-ce qu'il valait mieux trahir mes propres valeurs ou mettre cet enfant en danger? Sophie Mazet, vous qui êtes professeur et qui parlez de la laïcité, de le principe de laïcité dans votre livre « Prof, les joies du métier »,
Quel regard vous avez sur, par exemple, ce cas particulier? Vous avez eu Cassim, vous aussi, hein, cet élève à vous qui dit Madame, on vous comprendra jamais. On comprendra jamais ce que vous dites. Enfin, lui, carrément, il met un... Oui, c'est encore sur une question d'égalité homme-femme. Donc, je vais répondre sur la question de l'antisémitisme. De l'antisémitisme. Alors, effectivement, enfin, je partage tout à fait votre constat. C'est un aveu d'échec de la République, en fait, de se dire qu'on doit faire ça. Et en même temps, je me pose la question. Je me dis, par exemple, moi, j'ai entendu cette réplique à propos des homosexuels dans mes classes. Madame, il n'y a pas d'homosexuels dans le lycée. Il n'y en a pas à Saint-Ouen non plus. Ah bon? Ça serait bien la première ville où il n'y en a pas. Et du coup, il y avait aussi un petit côté, s'il y en avait, de toute façon, ça serait pas très encourageant pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met les élèves homosexuels dans un autre lycée. Donc, effectivement, là, c'est un aveu d'échec total. Et enfin, je partage tout à fait vos constats et votre désolation là-dessus. Et puis, sur la question de mon élève, qui était, on parlait pas tellement de laïcité, mais plutôt d'égalité homme-femme. Et il y a effectivement un café à côté du lycée où toute personne féminine prend une remarque par des hommes qui restent là toute la journée. Et on en avait parlé avec les élèves, et les élèves filles avaient baissé la tête ou un peu ri parce qu'elles savaient de quoi je parlais. Cet élève-là m'avait dit, Madame, si vous avez qu'à changer de trottoir. Je lui avais dit, mais non, le territoire m'appartient autant qu'à ces gens, il n'y a pas de raison. Et il m'a dit, alors si vous changez pas de trottoir, c'est que vous aimez ça. Et il avait vu que j'étais un peu embêtée quand même parce que c'était quand même pas très correct. Et à la fin de l'heure, il est resté et je pense qu'il essayait de s'excuser en me disant, mais Madame, vous et moi, on se comprendra jamais. Et je pense que, en fait, il essayait pas d'être désagréable en me disant ça, hélas. Isabelle Lignecourt, c'est quelque chose que vous avez pu rencontrer dans votre pratique de professeur? J'ai travaillé pendant presque 20 ans sur des collèges de Roubaix-Tourcoing. Oui, effectivement, c'est aussi des choses à moindre mesure parce que je travaille dans l'enseignement privé, mais dans des collèges de quartier qui accueillent aussi des élèves. Et est-ce qu'on est formé justement pour pouvoir répondre? Non. C'est bien ça quand même le problème. Vous vous formez tout seul? Oui, on se forme tout seul. On n'est pas formé, on n'est pas formé. Je crois qu'il a fallu attendre. On n'est pas formé. Et il y a, j'allais dire, d'habitude, la grande silencieuse dans le système, c'est l'armée. Il a fallu attendre le refus des minutes de silence après les attentats de janvier, d'une prise de conscience qui devient aiguë. Et d'un seul coup, je dirais, j'en parle dans le livre, il y a un rapport, qui est le fameux rapport Aubin sur la laïcité, qui a lieu 10 ans plus tôt. Il ne se passe rien. Ce rapport passe inaperçu. Quand le rapport PISA dit, à un moment, le niveau baisse en maths, on essaye de penser, de réfléchir comment on va faire remonter le niveau. Là, on est en face d'une réalité qu'il a fallu ce choc. Et effectivement, depuis 2 ans, il se passe des choses. Le problème de la laïcité a été de nouveau posé. Alors que moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on fonctionnait sur un modèle qui avait guère évolué depuis 1905, parce qu'on n'était pas du tout gêné par le fait que des élèves opposent leurs croyances religieuses. Alors, je parle des collèges publics, dans lesquels il était de bon ton de dire la religion, c'est la sphère du privé, le collège est exempt de ça. Et petit à petit, il y a du grignotage qui fait que de plus en plus d'élèves, mais de manière, je porte pas de jugement, de bonne foi, sont dans une approche du monde religieux. Et certains de nos collègues profs se retrouvent confrontés à être obligés de justifier des choses qui jusqu'à présent étaient des choses qui étaient acquises pour tous. Sophie Mazet? Alors évidemment, les problèmes que on a pu connaître dans mon lycée sont d'une ampleur moindre que ce que vous racontez, mais finalement, nous, pour les problèmes qu'on rencontre, en tout cas dans mon cas, on est quand même assez bien formés par notre direction. Il y a quand même des choses qui se passent. Et les moments où ça fonctionne pas, finalement, c'est quand on n'est pas cohérent. C'est-à-dire que quand tous les enseignants ne font pas respecter la même règle, ne la font pas appliquer. Donc il y a aussi un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous, moi je pense qu'on est quand même relativement bien armés, en tout cas vraiment à l'échelle locale. Encore une fois, c'est un peu différent, mais c'est une question de cohérence en fait. Je pense. Oui, vous dites quand même la laïcité, c'est l'enfer. Non, en fait, justement, c'est pour expliquer que c'est pas l'enfer. D'accord. C'est pour expliquer que quand on est clair avec les élèves, ça marche. La règle sur la loi du 15 mars 2004, en fait, pour ce que j'en vois, elle est majoritairement bien acceptée. Et quand elle est transgressée, si on tient bon, en fait, ça marche. En fait, ça marche très très bien. On va poursuivre ce débat dans quelques instants. 23h30, vous écoutez France Inter.
C'est la rentrée ce soir au NRV avec 3 invités, un principal à la retraite, Bernard Ravet, auteur de Principal de collège ou imam de la République, 2 professeurs à ses côtés, Sophie Mazet pour prof, les joies du métier, et puis vous, Isabelle Dignecourt, vous dressez un bilan plutôt sombre de 25 ans de politique en direction de l'éducation nationale dans l'éducation nationale, une machine à broyer et à vous lire. Vous rêvez, je vous cite, d'une abrogation pure et simple des 3 dernières réformes. Pourquoi Lionel Jospin est-il le premier que vous ressortez de votre trio de tête quand vous avez besoin, je vous cite encore, d'une partie de fléchette virtuelle pour calmer la colère que vous éprouvez devant le massacre de notre école? Pourquoi c'est lui qui prend? Parce que c'est le premier sans doute et c'est celui votre qui m'a dans ma carrière. Ah oui, dans votre carrière. Dans ma carrière, d'accord, ouais. J'ai dit, je n'ai pas pour prétention de refaire l'histoire de l'éducation nationale. Donc c'est le Qu'est-ce qui premier. s'est mis en place avec lui qui a participé à ce massacre de l'école? L'élève au centre, qui devait être l'élève au centre de ses apprentissages, et c'est devenu l'élève au centre. Et moi, je regrette. Les élèves sont pas plus cons, comme vous avez dit, aujourd'hui qu'avant. Loin de là, on demande au contraire énormément de choses aux élèves. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est qu'on demande tellement, on est dans une société un peu du zapping, et il faut tout faire avec les élèves. En primaire, moi j'ai démarré ma carrière en primaire. Je vois ce que je faisais il y a 25 ans, 26 ans. Et j'ai des petits qui viennent de quitter l'école primaire. Je vois ce qu'on leur a demandé de faire. C'est pas possible qu'ils puissent apprendre aussi bien tout ce qu'on leur demande, et donc forcément sont des choses qui sont un petit peu plus superficielles, et je crois que le vrai problème se pose par rapport à la langue. Et pour avoir travaillé effectivement dans les établissements de Roubaix ou Tourcoing, quand il y a le blocage de la langue, je pense que c'est un vrai blocage pour le reste de la scolarité. Vous faites une remarque qui est intéressante dans votre livre, vous dites on est abonné à la nouveauté. Il y a une phrase que je trouve assez étonnante, vous dites comment réagiriez-vous si tous les 2 ans on vous imposait de changer de patron, de manière de travailler et de méthode, si tous les 2 ans on vous disait non mais ce que vous faisiez avant c'était pas terrible, voire complètement nul, maintenant on va faire ci ça, vous allez voir c'est formidable. Alors c'est ça le problème, c'est que là où il y a nouveau ministre, nouvelle réforme, avant c'était Najat Vallaud-Belkacem, avant il y en a eu je sais plus combien, et De Vaquet au Piquet, moi je me souviens de Vaquet ça. au Piquet, a dit on aura ta peau, Bayrou au Dans le trou. rencard. Là, il faut que ça rime un petit peu quand même. Il faut que ça rime. 26 ans de carrière et 13 ministres, donc ça fait exactement 13 ça. ministres. Et là, c'est le 14e. Qu'est-ce que vous attendez de ce ministre-là? Plus rien. Oh plus rien. Non, vous attendez quelque Toujours. chose de lui? Mais Est-ce qu'il vous paraît plus Pragmatique. plus intéressant que oui, que ses c'est ça. prédécesseurs? Peut-être pragmatique, Ouais. un espèce de retour au bon sens. Et puis, j'ai beaucoup entendu l'école de la confiance. Alors, j'espère que ça restera pas un vain mot et qu'effectivement, on fera confiance aux acteurs de terrain. Sophie Mazet, comment vous regardez justement Ce ministre. ce nouveau ministre et puis les mesures, c'est pas encore véritablement une réforme, mais les mesures qui sont prises pour cette rentrée scolaire? Bon, j'attends de voir, c'est-à-dire que je suis pas forcément dans l'opposition systématique, et pour l'instant, il a pas fait grand-chose en tout cas. Bon, ils viennent d'arriver. Oui, voilà, c'est la Il a raison dit pour qu'il laquelle allait je y me avoir prononce pas. 2 La élèves réforme par aura lieu dans classe. quelques années. 12 élèves par classe, pardon. Non, 2 c'est peu, c'est bien, mais Ah, ce 12 serait- c'est déjà pas Oui, mal. mais Moi j'ai alors, toujours ça, eu des c'est classes pas- de 35. Ça, Oui, c'est mais pas ça concerne le premier degré, qui est pas mon Oui. ère d'expertise, donc là-dessus je me prononcerai pas forcément. Évidemment, on voit mal comment ça pourrait gêner qui que ce soit d'avoir moins d'élèves par classe. Voilà, ça me paraît du bon sens. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière les principes. Donner de l'importance à la langue, à l'expression, c'est quelque chose qu'on fait dans mon lycée avec plein de choses tout à fait innovantes et intéressantes. Mais Dont on parlera en effet dans une troisième partie. Oui. Oui, j'attends de voir, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Bernard Ravet, vous le principal à la retraite. Moi, le principal à la retraite, il y a 2 choses. Il y a le discours sur la formation qui me paraît être un des nœuds du problème. Je disais souvent quand j'étais en poste à mes copains de l'IUFM, vous me faites des dermatologues et j'ai besoin de médecins du SAMU. Donc il y a ce discours-là autour de la formation qui, à mon avis, quelque chose de très important. Et de l'autre côté, je crois que on lui a demandé sur certaines émissions, plateaux de télévision, de réagir au livre, à mon livre. Il a même souhaité me rencontrer, ce qui s'est fait. Je crois que ce qui est important, c'est ce qu'il dit ce matin dans le Figaro. Il dit on a ces valeurs de la République, on doit tous, j'allais dire, faire en sorte qu'au quotidien ça fonctionne. Les profs, s'ils ont des difficultés, il y a les chefs d'établissement qui sont derrière.
Et si le chef d'établissement a des difficultés, le rectorat n'est pas derrière. C'est ce qui s'est passé dans votre parcours. Oui, mais là, il dit l'inverse. Il dit toute l'institution doit être derrière. Et ça, je crois que c'est un discours relativement simple. Vous parliez de bon sens. Je pense peut-être que la différence sur le ministre, je n'ai pas apporté de jugement, mais peut-être qu'à la différence, c'est un homme du sérail, c'est un homme qui a connu le système, qui se retrouve aux manettes. Et c'est pas... alors on aurait pu dire la même chose de Darcos. Hein, et mais, pourtant, qu'est-ce qui s'est pris? Ouais, mais bon, je crois qu'aussi, on est dans une situation où on se rend compte que l'acumoncellement, hein, j'aime bien les mots un peu bizarres, l'acumoncellement des réformes, à un moment, on a des profs perdus, et plus, les réformes s'accumulent, plus les profs se replient sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils savent faire, et dans lequel ils se sentent bien. C'est d'ailleurs votre cas, hein, Isabelle Lignecourt. Vous demandez que l'on rende aux professeurs leur liberté pédagogique. Est-ce que vous avez des exemples concrets qui vous permettent de démontrer que vous avez été dépossédé de votre liberté pédagogique ? Des formations où on nous dit que tel moyen de faire, c'est presque la panacée. C'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est comme ça que ça va marcher maintenant. On parle beaucoup, par exemple, de l'outil numérique, le tout numérique, le tout tablette. Moi, je suis contre le tout. Voilà, je suis quelqu'un qui aime la mesure, qui se met en colère, mais qui aime les choses mesurées. Et je pense qu'on est toujours dans l'éducation nationale sur cette espèce de balancement, le tout trop d'un côté ou le tout trop de l'autre. Puis surtout, il y a un problème, c'est peut-être cette dimension bureaucratique de ce monolithe qu'un autre ministre avait appelé le mammouth, en disant il faut dégraisser le mammouth. Vous dites on continue à être dans le déni. Vous, Bernard, vous parliez du fait que la hiérarchie finalement ne vous suivait pas lorsque vous étiez vous-même en danger. Et vous, Isabelle, vous dites on continue d'être dans le déni, non de la réalité. Aujourd'hui, on pratique le déni de responsabilité. C'est-à-dire personne ne veut être responsable. C'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. C'est jamais de la faute de celui qui est là ou qui vient de quitter. C'est toujours la faute de ce qui s'est passé avant. Et donc, on revient sur ce qui s'est passé avant pour que ça aille mieux. Et puis, on tourne en rond sans arrêt. Et le temps politique n'est pas le temps éducatif pour moi. Voilà. Donc, on dit, il serait temps qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve quelque chose sur le long terme et qu'on laisse aussi le temps au temps. Et vous êtes prête, comme Isabelle Adjani, à tirer dans le tas? Dans la journée de la jupe, il faut quand même préciser ce qui peut se passer. C'est un peu ce que j'ai fait. On va tout à l'heure parler dans quelques instants d'une expérience beaucoup plus heureuse de l'éducation nationale avec vous, Sophie. Elle n'est pas malheureuse, Non, elle n'est pas malheureuse, mais disons que... Celle que je vis au quotidien avec mes élèves est loin d'être malheureuse. Au bout de 26 ans de carrière, si si mon expérience de l'éducation nationale était malheureuse, j'aurais démissionné. J'insiste bien sur le fait que c'est le système. Le bonheur avec mes élèves, je l'ai tous les jours à longueur de temps. Mais le système, c'est les emmerdes. Oui, c'est ça. Voilà. On va revenir sur une autre expérience dans quelques instants. Alors, on a invité ce soir 3 professionnels de l'éducation nationale qui font aussi leur rentrée en librairie. Bernard Ravet, principal à la retraite pour principal de collège ou imam de la République. Et imam de la République, c'est vraiment le cas, il suffit de lire son texte. Isabelle Lignecourt avec l'éducation nationale, une machine à broyer. Et Sophie Mazet qui a un récit beaucoup plus positif, prof, les joies du métier. Un récit que vous ouvrez en rappelant que vous avez décidé d'écrire ce livre pour vous élever contre des idées reçues et en particulier sur l'enseignement en zone dite sensible, voire pire, zone prévention violence. Quelle première idée reçue fallait-il combattre au vu de votre expérience? Un certain nombre. Alors celle que j'aime bien, que j'aime bien combattre en fait, c'est sur le malaise enseignant, les enseignants qui vont mal, qui sont tous un peu déprimés, voilà. Si on regarde absentéisme forcené, voilà, arrêt maladie, des cabinets de psychanalystes remplis, parce que les gens ne les aiment pas. Ça c'est la deuxième partie du cliché. Et si on regarde la salle des profs de mon lycée, ça ressemble pas du tout à ça. C'est plutôt des gens sympas qui vont bien. Il y en a qui vont pas très bien, mais la plupart vraiment sont plutôt contents d'être là. Et en fait, si on regarde les statistiques, les gens nous aiment bien. En fait, ils ont plutôt une perception positive des enseignants. Alors, c'est plutôt les mécontents qu'on entend sur les forums internet, etc. Mais en réalité, il y en a plus qui sont contents. Et donc, j'ai voulu regarder un petit peu si, dans les faits, ça se vérifiait ce genre de cliché. On voit par exemple que les enseignants sont des gens qui sont pas plus déprimés que les autres professions. Donc, je sais pas si on peut parler de malaise épicier ou de malaise ingénieur, je sais pas. Mais en tout cas, on parle du malaise enseignant comme si c'était un adjectif. Donc, ça y est, c'est devenu
un cliché, quoi, en fait. C'est un cliché, mais pour autant, par exemple, quand on lit le rapport, votre livre, Bernard Ravet, principal de collège ou imam de la République, vous présentez quand même votre fonction comme directeur d'ONG pédagogique. Donc j'imagine que cette image ne peut que renforcer les idées reçues. Non, je pense pas qu'elle renforce les idées reçues. Elle est la réponse à une image d'un système éducatif qui se confronte à une réalité de terrain où les problématiques de violence, les problématiques de souffrance sociale sont telles que moi, en tant que chef d'établissement, je passe plus de temps à régler un certain nombre de problèmes interrelationnels entre les élèves, à remonter le moral de certains profs parce qu'ils sont pas prêts à faire ce qu'ils sont obligés de faire, que à, j'allais dire, faire fonctionner le système dans l'espèce de quiétude. Parce que moi, je finis le livre en disant, je rêve d'un moment où, si on me demandait mon métier, dans un collège difficile, je puisse dire, je suis tout simplement principal du collège. Et je crois que c'est ça le collège devient le lieu où se cristallise toute la souffrance de ces adolescents qui sont dans des quartiers où, j'allais dire, bon, certains parlent des territoires oubliés de la République, mais c'est ça, je dirais, le fond de vous, mon Sophie ONG. Mazet, vous êtes vous aussi dans un quartier, je sais pas jusqu'à quel point il est sensible, mais vous êtes dans une sorte de réponse pédagogique, et notamment vous avez mis au point alors quelque chose d'assez particulier. Méthode, si vous pouvez nous en dire un mot, c'est ce que vous appelez les cours d'autodéfense intellectuelle. Alors, ça consiste en quoi? Alors, sur le premier point, je suis pas sûre qu'on vive tout à fait la même réalité, en fait. Je suis pas sûre que ça soit tout à fait le même contexte. Entre Marseille et Saint-Denis. Ouais, enfin, entre ce collège-là et mon lycée, voilà. De Saint-Ouen. Vous êtes en lycée, j'étais en collège. C'est pas tout à fait. Différent. Déjà, c'est important de le dire ça aussi parce que mon propos c'est pas du tout d'invalider les témoignages des autres personnes. Voilà, je suis pas là pour dire que c'est pas vrai ce qu'ils disent. Je suis là aussi pour faire entendre ma voix. Parce que ce que je dis, ça existe aussi. Voilà. Alors c'est quoi cette méthode d'autodéfense intellectuelle? J'ai un peu tiré parti d'une réforme en fait qui s'appelle l'AP, l'accompagnement personnalisé, où on nous a dit en fait faites ce que vous voulez dans certains cours. Et j'ai créé un cours d'autodéfense intellectuelle qui est un cours de formation à l'esprit critique pour des élèves de première principalement, en me disant bah voilà il y a quelque chose qui manque là vraisemblablement pour essayer de faire ça parce que les élèves sont confrontés dans les médias, sur les réseaux sociaux à tout un tas de bêtises, de n'importe quoi. De complots, de tout ça. Donc, je vais essayer de leur donner des armes, en fait. Alors après, si on regarde l'intitulé, il est un petit peu drôle, mais le contenu, en fait, il y a des choses qui sont assez basiques. On fait de la sophistique. Donc voilà, je sors Aristote, c'est pas forcément très funky, mais quand même, j'essaie de prendre des exemples qui sont tirés de l'actualité. Par exemple. Bah, je sais pas, par exemple, sur la question de la fourberie argumentative, comment être le plus fourbe possible, pour détecter quand on est fourbe avec vous après, on fait un procès fictif où les élèves deviennent avocats, je leur raconte une petite histoire, et ils doivent défendre quelqu'un qui est accusé. Donc, en fait, là, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est leur réflexion à eux, c'est pas quelque chose de, en même temps, vous sortez de vos prérogatives, puisque vous êtes prof d'anglais. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est encore un autre volet, c'est le volet de la formation des enseignants. Moi, je trouve que j'ai été extrêmement bien formée, c'est-à-dire que j'ai été formée pour avoir cette distance critique avec certaines réformes, cette distance critique avec ce qu'on nous propose, qui sont des directives, qui me permet de les prendre avec un petit peu de... Pas au pied de la lettre, forcément. Voilà, pas forcément au pied de la lettre, mais j'ai vraiment une excellente formation là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on fait remonter ce genre d'expérience, pas seulement la mienne, mais celle d'autres collègues aussi qui ont innové, qui ont fait des trucs très très intéressants. On les fait remonter vers les inspecteurs qui trouvent ça très bien parfois. Donc, et après ça s'enlise? Non, pas du tout. Après on continue. Ou après il y a d'autres profs qui nous contactent, qui nous disent comment je fais pour faire quelque chose de similaire. Donc non, ça s'enlise pas du tout, absolument pas. Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives individuelles, isolées, mais on voit jamais la convergence de toutes ces initiatives. Alors elles sont pas forcément individuelles ni isolées. C'est ça qui est intéressant. Elles sont peut-être locales, ce qui est pas forcément la même chose, mais moi je travaille pas mal en groupe en fait avec mes collègues, donc c'est peut-être local effectivement. Donc c'est le pendant positif de l'autonomie qui en partie veut dire débrouillez-vous, c'est ce que vous dites dans votre livre. L'autonomie ça peut être négatif au sens où ça peut vouloir dire on s'en lave les mains finalement, faites comme vous pouvez, mais ça peut être aussi qu'est-ce qu'on fait, on a ce truc-là, qu'est-ce qu'on fait, on s'en saisit, on va essayer d'inventer un truc puisqu'on n'a pas trop le choix finalement, donc on va le faire. Dans le livre, vous dites que, contrairement à certains de vos élèves, vous ne subissez aucune discrimination raciste. Avec des collègues, je vous cite, nous avons eu de nombreuses conversations sur le fait que, à l'inverse de la plupart de nos élèves, nous sommes nés du bon côté. Certains des enseignants que je côtoie ressentent, l'année de leur arrivée au lycée, une forme de culpabilité d'être nés au bon endroit.
Oui, ça c'est la chanson d'Akhenaton. En fait, on n'est pas né sous la même étoile. C'est une chanson qui me touche particulièrement parce que c'est vrai que je suis arrivée dans le lycée plutôt représentatif des profs, c'est-à-dire issus de la classe moyenne, une famille plutôt aisée, donc et de la campagne en plus, donc vraiment pas du tout le même coin que mes élèves. On n'avait pas du tout vécu les mêmes choses, et ce sont des choses dont j'ai pu parler avec certains d'entre eux d'ailleurs une fois qu'ils avaient fini leur scolarité au lycée, et ils se sont dit effectivement que c'était compliqué parfois de se comprendre, mais qu'on pouvait au moins s'entendre sur le terrain de notre discipline, de l'anglais ou des lettres classiques. C'est un terrain sur lequel on peut se retrouver. C'est peut-être le seul terrain parfois, mais je pense qu'il faut continuer d'essayer. Et eux continuent d'ailleurs d'essayer de nous comprendre et de communiquer avec nous. Isabelle Lignocco, vous confirmez? Oui, je confirme, et notamment pour les lettres classiques, le latin et le grec, c'est vrai que c'est une matière tellement ancienne qui, elle permet justement effectivement de se retrouver comme ça avec les élèves. Moi, j'ai de très très belles expériences, notamment avec des élèves en très grande difficulté, contrairement à ce qu'on a pu entendre et dire. Le latin, matière élitiste, réservé seulement aux excellents élèves. Et qui permet d'écrémer certaines classes. Oui, alors ça, j'ai jamais bien compris, vu les établissements dans lesquels j'enseignais, et surtout le fait que depuis belle lurette, je crois pas me souvenir d'un moment où dans ma carrière j'avais des classes de latinistes. En fait, j'ai toujours eu des groupes. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, je suis plus professeur principal maintenant puisque je n'enseigne que le latin, et donc je n'ai pas de classe entière. Donc forcément, ces élèves sont disséminés dans les autres classes. C'est un enrichissement aussi pour les autres élèves. Et moi, ça me permettait aussi d'aborder des sujets qui pouvaient être compliqués, des sujets autour de l'histoire de la religion, etc. Avec le recul, le fait que ce soit la religion des anciens, de manière beaucoup plus facile. Vous avez eu des échos de vos livres respectifs, Sophie Mazet? Alors plutôt positif pour l'instant. Je sais pas, j'ai eu un certain nombre d'anciens collègues qui m'ont envoyé des SMS pour me dire ça fait du bien d'entendre ce son de cloche, oui. D'entendre ce son de cloche là, encore une fois sans avoir pour but d'invalider de tout ce que les autres peuvent dire. Et vous, Bernard Ravet? Alors moi, vu ce qui se passait dans votre collège, il y a eu des... C'est très contrasté, avec le danger du risque de récupération par l'extrême droite. Bien entendu. Et aussi une certaine frilosité par rapport au syndicat d'enseignants, parce que à un moment, je dis des choses, je vais beaucoup plus loin, puisque je dis à un moment, arrêtons de parler de sciences de l'éducation, parlons des arts de la pédagogie. Je dis, enseigner dans certains collèges, c'est un métier spécifique. Et il faut une formation spécifique, oui. Et il faut une formation spécifique. Militaire, apparemment. Et ça passe pas forcément bien parce que on est encore sur des modèles, j'allais dire, je vais peut-être aller dans votre sens, oui, du le collège, déni, du déni et du face au collège unique, le professeur unique. Et pour moi, on demande des compétences très particulières qui sont bien au-delà de ce que on peut attendre. Alors moi, vous parliez du travail en équipe. Je crois que c'est un des choses les plus importantes qu'il peut y avoir. La réponse, elle est jamais individuelle. La réponse, mais j'allais dire, une équipe, ça se décrète pas. Il y a parfois des profs, il y a des atomes crochus qui passent ou qui ne passent pas. Et moi, je peux pas faire grand chose, si ce n'est une chose, c'est de se dire à quel moment je me donne des moyens pour ce travail en équipe. C'est-à-dire comment j'organise ma boutique. Ce sera le mot de la fin pour l'équipe même du NRV. Merci à tous les trois. Isabelle Lignocco, l'Éducation nationale, une machine à broyer, c'est aux éditions du Rocher. Sophie Mazet, prof, les joies du métier, ça vient de paraître chez Robert Laffont. Et Bernard Ravet, principal de collège ou imam de la République, est disponible aux éditions Quéron.